C'était exactement il y a 30 ans. Je devais revenir à Paris après plusieurs mois d'absence, et je devais revenir de Tokyo vers Paris. La révolution culturelle n'était pas terminée en Chine. Il n'y avait aucun tourisme, seulement quelques délégations commerciales qui travaillaient. La responsable de l'agence, au moment où je prenais mon billet qui faisait quasi le tour du monde, me demande si de Tokyo vers Paris, je préférais prendre la ligne qui avait une escale à Moscou ou une escale à Pékin. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas, je reviendrai cet après-midi, je vais d'abord poser la question à mon père prieur. Or, ce jour-là, à table, à midi, il y avait au couvent un vieil ami, un grand ami, qui était à ce moment-là ambassadeur de France à Rio de Janeiro. Mais il avait été en service en Chine avant la guerre et il connaissait bien l'ambassadeur de Chine à Paris. Je pose ma question au père payeur, est-ce qu'il faut que je demande la ligne qui passe par Moscou ou par Pékin? À ce moment-là, notre ami ambassadeur bondit, me dit, oh mon père, il ne faut pas manquer ça, rentrez par Pékin. Alors je vais dire ça, et il ajoute, je m'occuperai de tous vos papiers, parce que j'avais aucun permis de séjour, rien. Et comme je vous le disais, la révolution culturelle n'était pas achevée, Pékin était encore recouvert d'uniformes verts ou d'uniformes bleus à la Mao, et que des bicyclettes, de temps en temps, une voiture officielle, et 30 ans plus tard, dans un deuxième séjour en Chine, je serais complètement renversé par tous les changements que je verrais. Ça n'avait plus un autre univers. Bon, à ce moment-là, donc, avec la permission de mon père prieur, me voici embarqué dans une aventure. J'ai juste le temps de de me soumettre mes papiers, et tout s'ensuit. Plusieurs semaines libres à Pékin, avec un jeune universitaire comme guide, adorable, gentil, amical, tout, devait conclure 8 mois d'absence que j'avais dû avoir en Océanie, puis en Nouvelle-Calédonie, puis au Japon, où j'avais eu à prêcher pendant 4 mois des retraites au couvent dominicain ou au petit poste dominicain et les visiter. Impossible de vous décrire mon séjour en Chine. Dès 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, mon jeune guide, qui était adorable, vraiment très gentil, amical et tout, me pilotait, me guidait, il cherchait, il savait très bien que j'étais prêtre. Dès le début, je l'avais prévenu. Je lui ai dit. Il se met en 8 pour satisfaire toutes mes curiosités, le temple du ciel, etc., la fête de la femme avec ses grands boutiques où on pouvait acheter. J'avais impossible d'acheter quelque chose pour lui donner. Il était trop surveillé. Je le voyais rêver devant une cafetière électrique et j'avais envie de lui dire « mais ça soulagera ». Mais du haut, pas question que j'accepte un cadeau de vous. Tout le monde le saurait sur le palier, je serais dénoncé et mon poste, je risquerais de perdre mon poste. Ce matin-là, nous avions quitté, pour rejoindre la Grande Muraille, nous avions quitté Pékin de bonne heure. La veille, j'avais dit à ce jeune universitaire qui me guidait, oh, pourvu qu'il fasse beau demain. La Grande Muraille, c'était un rêve. Or, nous sommes dans la neige, ce matin-là, il brouillard, il neige, et il me demande, alors, vous n'avez pas prié? Je lui réponds, si, mais pas pour demander du soleil. La pluie est peut-être meilleure pour les rizières. Nous voyions des personnes qui travaillaient dans les rizières et le riz. J'ai prié pour que vous et moi, nous soyons, quel que soit le temps, nous soyons de bonne humeur. D'ailleurs, c'est sur notre liberté qu'agit la prière. Elle consiste, ce n'est pas d'abord pour modifier l'ordre des choses, non, que nous prions, mais pour accorder notre volonté, c'est ça la prière pour moi chrétien, il s'agit d'accorder ma volonté, d'ajuster mon désir à celui de Dieu, parce que lui, il sait bien mieux que moi ce qui convient à tout le monde. Alors, mon guide est tout à fait éberlué. Il ne s'agit pas de demander des choses concrètes. J'ai dit non, pas d'abord. Il y a des choses écrites là-dessus? Je dis oh oui. Et je dis même, j'ajoute même en souriant, j'ai écrit un petit livre
là-dessus. Il me dit, mais vous pouvez m'envoyer ce qui est écrit, ce livre? Et je lui dis, oui, mais là, je lui fais une petite pique. Les Chinois sont hyper sensibles et susceptibles. Je lui dis, mais est-ce que vous le recevrez si je vous l'envoie? Il me dit, ah oui, bien sûr. J'ai pas manqué à mon retour de lui envoyer. Puis, nous arrivons au tombeau des empereurs Ming. C'est l'entrée du chemin de l'esprit avec ces extraordinaires statues que vous avez en mémoire, et puis ces portes de jade de plusieurs tonnes qu'on avait enfin réussi à ouvrir après 4 siècles. Et j'interroge mon guide sur le chemin du retour. J'interroge mon guide à mon tour. C'est un jeune Chinois, je vous l'ai dit, de 28 ans. Et il sait que je suis prêtre. Et je lui dis, mais pour vous, après la mort, est-ce qu'il existe quelque chose? Je lui demandais ça devant les tombeaux Ming qui étaient extraordinaires. On a calculé qu'avec le travail que ça avait demandé pour faire ces tombeaux dans la montagne immense, on aurait pu nourrir, et ils le mettent. Oui, c'est la seule pancarte qu'il y avait. On aurait pu nourrir 2 millions de Chinois pendant 1 an. Alors, je lui demande donc, pour vous, après la mort? Il me dit non, il n'y a rien. Et pour vos parents non plus? Il me répond, ah si, pour ma mère. Alors je lui demande, mais si votre femme disparaissait? Il m'en avait parlé, elle avait 26 ans, elle était comme l'universitaire, je sentais tout ce qu'il y avait d'attachement en lui. Pour elle, je lui dis, mais ce serait quand même une farce affreuse que la vie, si ça devait se terminer dans un trou noir. Il attend un moment et me dit, oui, la mort, pour tout le monde, c'est une farce. Alors, je ne continue pas, je le laisse, nous rentrons dans le silence. Et je me dis, et moi, pourrais-je me contenter d'un mémorial comme celui du président de la République, Yun Yat-sen, que nous avions vu, où on avait même mis sa chemise sous glace, sous verre, dans une plaque de marbre en montant. Je me dis, je ne peux pas me contenter d'un sourire d'un enfant, comme je vous l'ai évoqué en vous parlant d'Hiroshima, qui nous rappelait l'espoir, même au-delà de l'horreur et de la mort. Je ne peux pas me contenter d'une tombe. Ça sera toujours plus fort, la mort. Alors je pensais tout d'un coup au sacrement. Oui, les tombeaux Ming, le soin qu'avaient mis ces hommes à prolonger le souvenir, la mémoire de leur fondateur. C'est peut-être cela. Impression mémoriale, les sacrements, c'est plus fort. La présence du Christ, plus forte que le marbre, que le souvenir ou le temps. La présence du Christ. 16 ans plus tard, en séjour universitaire à Angers, il venait faire sa thèse de doctorat sur le tourisme comparé en Europe et en Chine. Mon guide chinois me fait savoir qu'il souhaiterait me rencontrer. Je reçois un coup de téléphone de l'aumônier de l'université d'Angers qui me dit « Oh, il y a un certain Chinois qui me dit qu'il vous a connu il y a 16 ans, il voudrait bien vous voir. » Et je lui dis « Mais oui, c'est vrai, monsieur Tsé. » Et alors, nous prenons contact, il vient me voir, il était beau, sapé, comme un préfet. Et de fait, il était devenu responsable d'une des principales agences, sinon la principale agence de tourisme, de voyage, de réception de Pékin. Là, je l'ai emmené à Solesmes. J'ai dit, il faut que vous voyiez des moines chrétiens à l'état chimiquement pur. Puis je l'ai emmené 8 jours dans ma famille. Ça a été une merveille. Et il me demandait le baptême. La première chose qu'il m'avait demandé, je voudrais que vous me baptisiez. Quand je lui demandais, mais pourquoi? Il me dit, j'ai gardé un tel souvenir de nos rencontres et de la bonté qu'il y avait entre nous. Ça m'a atteint jusqu'au cœur. Je sais maintenant que le Christ est avec mon ami chinois.